C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision et merci de nous rejoindre. En voici le sommaire. À peine un mois après sa mise en œuvre, le projet Benetassi a connu un succès au sein de la population et pour mieux répondre à la demande, une formation est initiée à l'endroit des 250 nouveaux conducteurs recrutés. Et puis le 1er août 2017 a été également commémoré dans la commune d'Aplahoué. Les manifestations officielles se sont déroulées en présence du préfet du département du Koufo et de plusieurs personnalités de la localité. Et puis, hors du Bénin, élection présidentielle au Rwanda, ce jour, les Rwandais sont donc appelés à élire le successeur de Paul Kagame. Bienvenue à toutes et à tous. Le projet Benetassi, lancé le 3 juillet dernier, a connu un succès au sein de la population au point où la demande est forte. Et pour satisfaire à cette demande, les responsables de ce projet procèdent depuis ce jeudi à la formation des 250 autres conducteurs recrutés et qui sont en attente depuis le lancement de la première vague. Ceci dans le but de les rendre automatiquement opérationnels dès l'arrivée des autres véhicules prévus pour ce mois. Laurent Toneikes et Denis Marouya pour le compte rendu. Le Centre de partenariat et d'expertise pour le développement CIPED organise les 3 et 4 août 2017 une formation à l'intention de 250 conducteurs en attente pour le projet Benetassi. 300 conducteurs recrutés sur concours étaient prévus pour le projet Benetassi, mais 50 ont été lancés le 3 juillet dernier. Ce projet du gouvernement vise essentiellement à améliorer les conditions de transport des populations, faire la promotion du tourisme et de l'auto-emploi. Ce projet a induit beaucoup de changements dans le quotidien des Béninois, mais aussi des problèmes se posent. Nous avons dans ce laps de temps noté des lacunes liées à l'insuffisance de préparation des artisans avant leur entrée en activité. Les notions de sécurité, de guide touristique, de connaissance du projet et même de la préparation mentale sont entre autres les domaines dans lesquels il nous a paru important de préparer les artisans. 2 sessions de formation sont donc prévues pour ces artisans. Une première qui est théorique concerne ceux qui sont déjà en activité et une autre pratique qui se déroulera dès l'arrivée des véhicules au cours de ce mois. Rufino D'Almeida, directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement, en procédant au lancement officiel de cette formation, fait ici des mises au point aux artisans. Lorsqu'on dit que c'est 1000 francs par trajet, ce n'est pas 1000 francs par tête. Le premier qui se fait prendre en fraudant la voiture lui sera retirée tout de suite. Je pense que nous voulons des taximens honnêtes, professionnels et honnêtes. Et vous ne devez jamais oublier qu'il s'agit d'un prêt qui vous a été fait. Juridiquement, par même de location, vente. Donc pour l'instant, c'est comme si vous avez loué le véhicule, vous payez tout doucement. Et un jour viendra, dans 4 années, vous aurez fini de payer, donc le véhicule sera à vous. L'évaluation du premier groupe lancé a permis de constater l'engouement pour le public, la pénurie aux heures de pointe, en clair, une demande au-dessus de l'offre. Ces raisons motivent l'urgence de cette formation qui précède l'arrivée imminente des 250 autres véhicules. De graves menaces planent sur le secteur de la santé. Mercredi dernier, le collectif des syndicats du secteur de la santé a exprimé son mécontentement. C'était à travers une conférence de presse au ministère de la Santé. Il s'insurge contre l'adoption du rapport de la commission de réforme du secteur de la santé, mais également de la mise en place d'un comité de mise en œuvre. Fréjus Serloin et Damien Pedro pour le compte rendu. C'est d'une seule voix que le collectif des praticiens hospitaliers, l'intersyndical des ressources humaines et le Centrasèche ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement ce mercredi 2 août 2017 au ministère de la Santé.
Il s'insurge contre l'adoption du rapport de la commission de réforme du secteur de la santé, mais également de la mise en place d'un comité technique de mise en œuvre des dites réformes. À l'interdiction supposée du droit de grève au personnel de la santé, s'ajoutent d'autres griefs contre ce rapport qu'ils accusent le gouvernement de cacher. Les organes supraministériels créés, notamment l'autorité de régulation de la santé, le Conseil national de soins de santé primaire, le Conseil national de la médecine hospitalière, loin de rendre l'organisation du secteur plus opérationnelle, vont être à l'origine de luttes politiques, de lourdeur administrative et d'inefficacité. L'affermage et la mise en concession qui constituent une privatisation déguisée des hôpitaux. Les questions d'inégalité d'accès aux soins et de financement des hôpitaux n'ont pas été prises en compte dans le rapport de la Commission. Les trois organisations donnent un délai de 2 semaines au gouvernement pour donner satisfaction à leurs revendications. Nous annonçons le démarrage dès ce jour d'une série d'actions syndicales à intensité croissante qui conduira à des grèves perlées pour exiger de ce gouvernement que le rapport de la commission de réforme du secteur de la santé soit rendu public. 2. Pour exiger que la décision de création d'un comité technique de mise en œuvre des dites réformes soit purement et simplement rapportée. Qu'une commission regroupant les représentants des acteurs sociaux et les différents corps soit mise sur pied afin d'étudier à fond le rapport de la commission des réformes et de faire des propositions subséquentes. Le collectif des syndicats du secteur de la santé a reçu pour cette lutte le soutien des centrales syndicales telles que la CSA, la CGTB et la COSI Bénin. Désormais, l'heure de la parole, c'est terminé. C'est les actions. Sur ce terrain-là, on ne négociera pas des compromissions. Je voudrais inviter tous les travailleurs à se tenir prêts. Ils vous diront le moment venu, oui, c'est des gens qui ont prêté serment. En principe, ils ne devraient pas fermer les hôpitaux. Mais il faut être deux pour ouvrir les hôpitaux. C'est d'abord les travailleurs et ensuite le gouvernement. Les hôpitaux béninois risquent à nouveau de fermer leurs portes aux citoyens en quête de soins de santé pour un mieux-être. Célébration de la fête du 1er août 2017, on en parle encore pour une deuxième fois dans l'histoire du département du Koufo. Les manifestations officielles de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale se sont déroulées à la place publique d'Aplahoui. Le préfet du Koufo avait à ses côtés pour la circonstance son homologue du moyen mono de la République sœur du Togo. 1er août 2017 à Aplahoui. C'est un reportage signé de Jonas Bouchi. La fête du 1er août retrouve à Aplahoui toute sa ferveur d'entretemps avec la désignation d'Aplahoui comme chef-lieu du département du Koufo. Le préfet du Koufo, assisté par son homologue du moyen mono venu du Togo et le maire d'Aplahoui ont partagé avec les populations du Koufo toute leur joie à remémorer les festivités du 1er août à Aplahoui telles que décrites par les récits des temps coloniaux. Belle occasion choisie par le président du cadre de concertation de la société civile du Koufo pour lancer un appel à l'unité. Il y a certes des rapports de force qui viennent créer la différence entre nous, mais par-delà ces rapports de force, nous devrions être ensemble pour que les bonnes choses adviennent pour notre Bénin. Après le maire d'Aplahoui, le préfet du Koufo a fait le point des avancées administratives dans le département. Depuis la vidéo-fonction de l'équipe départementale, nous nous sommes évertués à répondre aux aspirations des citoyens par rapport à la sollicitation des services de la préfecture. À ce sujet, nous avons voulu innover. Et pour cela, l'établissement des cartes nationales d'identité est devenu très aisé
en raison de ce que nous avons mis en place, des dispositifs très opérationnels. Le défilé a été essentiellement militaire dans ses phases pédestres et motorisées avec les remarquables participations des détachements des diverses entités des forces armées présentes dans le Koufo, telles que la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers. On reste toujours à Plakoué pour dire qu'à la fin du défilé du 1er août 2017 à Plakoué, bien sûr, le maire de cette ville, Kazmi Soussou, est revenu sur l'essentiel de son message à l'occasion des 57 ans d'indépendance du Bénin. Il est suivi de la directrice départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gladys Tossou Lokosu, qui nous parle des défis à relever pour que le Bénin atteigne l'autosuffisance alimentaire. Ils sont au micro de Jonas Bouchi. J'ai remercié le chef de l'État pour les projets engagés dans le Koufo et particulièrement dans la commune d'Aplakoué, notamment la route Lokossa-DV à Plakoué. Et j'ai demandé à ce que cette route soit prolongée d'Aplakoué, Tekpo, Plonkri, Atome à Godogui. On a également demandé au chef de l'État de rouvrir le centre universitaire d'Aplakoué. On ne le dira jamais assez, c'est capital pour l'éducation de notre jeunesse. Et depuis la fermeture de ce centre universitaire, nombreuses sont les conséquences sur notre couche juvénile qui s'exode généralement vers le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon pour nous. Nous supplions le chef de l'État de rouvrir le centre universitaire d'Aplakoué. Nous le remercions pour les différents projets prioritaires engagés dans le domaine de l'urbanisation des deux villes, à savoir Aplakoué et Azové, pour donner au chef-lieu du département le vrai visage de ville chef-lieu. Avec les actions entreprises par le président de la République, le programme d'action du gouvernement dans le secteur agricole est très fort, avec un certain nombre de réformes qui amèneront à atteindre à coup sûr d'ici 2021 les objectifs qui nous sont assignés pour que les producteurs se sentent mieux, que l'environnement de production soit amélioré avec les bas-fonds aménagés, avec le crédit de proximité, avec les aménagements vraiment qu'il faut, que les organisations de producteurs soient à leur meilleur niveau de performance pour rendre de meilleurs services à leurs membres. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme un nouveau départ, comme on le dit, dans tous les sous-secteurs et aussi dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, pour que chacun reprenne conscience du rôle qu'il a à jouer pour que nos populations se sentent mieux et que la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit assurée. Depuis la cession du Bénin à l'indépendance, le premier président du Dahomey indépendant, Hubert Koutoukou Maga, est perçu comme le père de l'indépendance du pays. Idée reçue ou réalité? Élément de réponse dans cette analyse que nous propose Fréjus Serlan. La notion de père de l'indépendance suppose qu'on s'est battu pour l'indépendance. Ainsi énoncé, Kwame Nkrumah et Sékou Touré, entre autres, méritent bien d'être considérés respectivement comme les pères de l'indépendance de la Gold Coast, actuelle Ghana, et de la Guinée-Conakry. Si des modèles du genre existent dans plusieurs pays du continent africain, qu'en est-il du Dahomey Bénin? Hubert Maga, auteur de la proclamation de l'indépendance du Dahomey le 1er août 1960, est-il le père de l'indépendance de ce pays? Il est le premier président de la République du Dahomey, mais il n'est pas le père de l'indépendance. Si on veut mettre dans le terme père, c'est-à-dire le géniteur, l'élément clé, l'élément principal de l'indépendance de notre pays, on ne peut pas dire que c'est Maga quand on sait tout le processus qui a conduit à l'indépendance et le rôle joué par les uns et les autres. Ils ont collectivement, un certain nombre d'entre eux, conduit le pays vers l'indépendance, mais
je ne me vois pas en détacher un pour dire c'est lui le père de l'indépendance. Berlamé Kodo justifie. En 1960, le hasard a fait que les élections législatives ont fait de Maga le président du Conseil et de Aromadegbe le président de l'Assemblée nationale. Aucun d'entre eux ne s'est battu pour l'indépendance. Ceux qui ont animé la classe politique dahoméenne en 1958-1960 ne sont pas battus pour l'indépendance. Ils n'ont jamais voulu cela. Aromadegbe disait en 1958, nous ne savons même pas fabriquer une aiguille et nous voulons être indépendants. Hubert Maga était sur la même longueur d'onde que Houphouët-Boigny, à savoir le non à l'indépendance. Apparurent alors les notions de pouvoir économique et de pouvoir politique dans les débats de la classe politique du Dahomey à la veille de son indépendance. Certains soutenaient, nous devons rester sous la France pour qu'elle nous aide à être économiquement bien portant pour aller à l'indépendance. Tandis que l'autre disait non, c'est la conquête du pouvoir politique, donc de l'indépendance, qui va nous permettre après de nous battre pour avoir un pays économiquement indépendant. Sur cette base, qui alors pour porter ce titre du père de l'indépendance du Dahomey? Ceux qui se sont battus, le meilleur, c'est Louis Roncari par exemple, qui dès le départ réclamait cela. Si je dois définir un père de l'indépendance de mon peuple, je dirais celui qui a le plus mené la lutte, c'est Louis Roncari. Louis Roncarin, passé à la postérité en tant que l'un des fondateurs du journal manuscrit Le Ricardaire de Béhanzin, publié entre mars et juin 1917, est réputé pour sa lutte pour l'indépendance du Dahomey. Le Bénin est-il réellement indépendant? La question a été posée à Jérôme Alladaye, professeur d'histoire. On écoute sa réponse. Tant que nous n'avons pas l'indépendance économique qui va nous permettre de nous organiser par nous-mêmes, de disposer de nos richesses nous-mêmes pour organiser le bien-être de nos populations, sommes-nous véritablement indépendants. Prenez seulement la question de la monnaie qui, depuis un certain temps, agite un peu les territoires africains qui sont dans la zone franc. Vous verrez bien que nous avons encore du chemin à parcourir pour donc affirmer que nous sommes véritablement indépendants, c'est-à-dire que nous pouvons tout décider dans la limite de ce que les relations internationales très échancrées aujourd'hui permettent, que nous pouvons décider tout seuls de notre destinée. Après 57 ans d'indépendance au Bénin, quel bilan peut-on faire au plan politique et quelles sont les perspectives? Suivons ensemble l'analyse, bien sûr, du politologue Francis Lalaye. Indépendance aujourd'hui. Donc oui, nous sommes indépendants, certes, politiquement. Nous avons fait les formalités qu'il fallait pour être indépendant. Maintenant, il faut s'en donner les moyens, ça c'est une lutte quotidienne, et puis il faut pouvoir tenir compte des autres également. Ce qu'il faudrait déplorer, ce serait plutôt le fait que, en réalité, nous sommes dirigés de l'extérieur. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas vouloir mener une politique dans nos pays et vous mettre certaines forces à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre les États-Unis à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre la France à dos. Vous ne pouvez pas vous mettre, si vous êtes dans notre contexte ici, vous ne pouvez pas vouloir diriger le Bénin et vous mettre le Nigeria à dos, par exemple. Je crois que la situation n'est plus comparable à celle qui a prévalu, par exemple, au début des années 60 ou même avant, ou même un peu après. Du temps des réseaux Focard et tout ça. Je crois que la situation n'est plus la même aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est en fait davantage aujourd'hui celui dont vous dépendez le plus au niveau économique. C'est celui-là aujourd'hui qui est réellement en mesure
de peser sur vos choix. Essayons de relever la tête au niveau économique. Essayons de valoriser nos atouts. Essayons d'être unis. Essayons d'être unis. Essayons de savoir aujourd'hui où sont nos intérêts. Et définissons notre politique par rapport aux intérêts qui sont ceux de notre pays. Ça, je crois que c'est le b.a.-ba. Si vous arrivez à affirmer vos choix, vous avez justement des chances de peser davantage sur le jeu mondial. Vous avez des chances davantage de dire ce que vous pensez de dire non quand vous en avez envie, de dire oui quand vous en avez envie. Mais même dans ce cas-là, comme je vous disais, vous tenez compte de vos intérêts. Il faut éviter que nos pays reçoivent, je dirais, des instructions de l'extérieur ou que nos chefs reçoivent des instructions de l'extérieur. L'indépendance aujourd'hui en 2017, et ça va être encore davantage le cas dans les prochaines années, l'indépendance ne saurait être absolue. L'époque où un seul pays se suffisait à lui-même, était capable de tout faire, de tout régenter, de se passer des autres, peut-être même de vivre en autarcie d'une certaine manière, cette époque est révolue. Même les États, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les États-Unis, même quand ils doivent faire la guerre à tel ou tel pays, ils s'arrangent pour faire financer, supporter le coût financier de cette guerre-là par leurs alliés. Information hors du Bénin à présent, les Rwandais ont commencé à voter ce vendredi matin pour une élection présidentielle promise au sortant Paul Kagame qui dirige ce pays de la gestion, bien sûr de la région des Grands Lacs d'une main de fer depuis 1994. Reportage. Au total, quelques 6,9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin opposant Paul Kagame, 59 ans, à deux candidats peu connus des Rwandais qui ne semblent pas en mesure de l'inquiéter. À Kigali, un bureau de vote installé dans une école du quartier de Kisukiro a ouvert à 7h, 5h GMT, alors que des dizaines de personnes faisaient déjà la queue pour exprimer leur suffrage. Marie-Rose Niyiraguro, une agricultrice de 53 ans portant une tunique orange et un foulard sur la tête, a assuré à l'AFP déjà savoir pour qui elle va voter. On n'a manqué de rien avec Paul Kagame, a-t-elle soutenu. C'est l'envoyé de Dieu sur terre a ensuite renchéri Madame Niyiraguro, assurant par ailleurs ne pas connaître les noms des autres candidats, Frank Habineza, leader du seul parti d'opposition toléré au Rwanda, et Philippe Mpaimana, candidat indépendant. Les 2343 bureaux de vote du pays doivent fermer à 15h, 13h GMT. Les résultats provisoires ne devraient pas être annoncés avant samedi. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis que le Front patriotique rwandais FPR a renversé en juillet 1994 le gouvernement extrémiste Hutu ayant déclenché le génocide qui a fait 800 000 morts essentiellement parmi la minorité Tutsi. En 2003 et 2010, Paul Kagame avait été élu président avec plus de 90% des voix. Toujours sur le continent africain, épicentre des violences post-électorales de 2007-2008, la vallée du Rift attend avec une certaine angoisse les élections générales du 8 août prochain au Kenya. Les victimes de 2007 n'ont pas encore été relogées. Plus de détails avec les confrères de l'agence France Presse. Penina a perdu son mari il y a 10 ans lors des violences qui ont suivi la présidentielle kenyane. La réélection contestée de Mwai Kibaki en décembre 2007 a dégénéré en violences politico-ethniques qui en 2 mois ont fait plus de 1100 morts et 600 000 déplacés. Les souvenirs de ces violences sont encore douloureux. J'ai vu des horreurs. Mon mari a été attaqué avec une machette. J'étais assise à côté de lui dans la voiture. Il conduisait. Une amie avait son enfant sur ses genoux à côté de moi. L'enfant a été touché par une flèche dans la tête. C'était d'une violence. Les gens se faisaient battre. On nous a sortis de la voiture. On a été touchés par des pierres. J'ai eu le crâne fêlé à cause d'une pierre.
Cette mère de 10 enfants a miraculeusement survécu, mais les ennuis ne faisaient que commencer. Elle a reçu en tout et pour tout 280 € qu'elle a tout de suite dépensés pour les frais scolaires. Depuis 4 ans, elle squatte dans un logement de fortune. Atteinte aujourd'hui d'une pneumonie, elle désespère de voir un jour le bout du tunnel. En 2008, le gouvernement kényan a mis en place un programme de dédommagement et de relogement, mais près de 10 ans plus tard, nombre de victimes attendent encore. Penina et une dizaine d'autres familles vivent dans un campement illégal. On nous avait dit que cette terre serait partagée entre nous, mais il n'y a toujours rien. Cela fait des années qu'on attend. La vallée du Rift au centre du Kenya a été le foyer des affrontements les plus violents du pays entre les deux principaux groupes ethniques, les Kikuyu et les Kalenjin. Cette année, dans le comté de Nakuru, au nord-ouest de la capitale Nairobi, aucun incident sérieux n'a été enregistré avant le scrutin, mais l'inquiétude est perceptible. Si c'est juste et équitable, il n'y aura pas de violence, mais je vous assure, si c'est truqué, il y en aura. Les deux ethnies sont aujourd'hui alliées au pouvoir, mais la vallée du Rift reste instable. 7 des 19 points chauds identifiés pour les élections sont situés dans cette région. En image, des dizaines de milliers de partisans de l'opposition guinéenne ont manifesté ce mercredi à Conakry pour exiger du président Alpha Condé le respect d'accords politiques prévoyant notamment la tenue d'élections locales sans cesse repoussées. C'est à travers un cortège parti de Koza, une banlieue de la capitale, et qui s'est conclu par un rassemblement de dizaines de milliers de personnes devant le stade du 28 septembre. Un itinéraire d'une dizaine de kilomètres. Suivez ici un extrait des propos de quelques manifestants. Nous n'accepterons plus la fraude électorale. A volé deux mandats. En 2010, il a volé vos suffrages pour se faire proclamer président de la République. En 2015, il n'a pas organisé d'élection, il a fait une mascarade, ce qu'il a appelé un coup KO. En 2020, il faut qu'il parte. Le peuple de Guinée n'acceptera plus d'être volé. Par le sang, nous sommes prêts, nous sommes fin prêts à arrêter cette machine dictatoriale de Alpha Condé. Eh bien, c'est la fin de ce journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci et bonsoir chez vous.